Bonsoir ou rebonsoir, merci d'être restés avec nous ou de nous avoir rejoints malgré l'heure tardive. Nous sommes ensemble pour revivre ce qui s'est passé ce soir en ce premier tour de l'élection présidentielle 2007. Analyser bien sûr les résultats et voir avec nos invités qui nous font le plaisir d'être avec nous, même s'il est presque minuit. Voir comment la campagne pour le deuxième tour est lancée, car elle est lancée, elle est même lancée depuis 20 heures, depuis l'annonce des premières estimations. Et nous allons revoir justement ces estimations puisque Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal se retrouvent donc en tête de ce premier tour et se retrouveront en finale dans 15 jours le 6 mai. Nicolas Sarkozy qui pour l'UMP recueille 30,6% des suffrages. Ségolène Royal pour le Parti Socialiste recueille 25,9% des voix. Alors je vous propose tout de suite d'écouter un extrait de la déclaration du candidat de l'UMP, Nicolas Sarkozy, qui tout à l'heure en direct sur notre antenne a fait un rêve et appelle les Français à se rassembler. Mes chers compatriotes, je ne souhaite qu'une chose, rassembler le peuple français autour d'un nouveau rêve français. Un rêve français qui serait celui... Un rêve français qui est celui d'une république fraternelle, où chacun va trouver sa place, où personne n'aura plus peur de l'autre, où la diversité sera vécue non comme une menace, mais comme une richesse. Cette France fraternelle dont je rêve, c'est la France qui m'a vu naître et c'est celle qui m'a tout donné. Je lui dois tout. Eh bien, il est venu le temps pour moi de rendre à la France qui m'a tout donné, de lui rendre tout ce que je peux lui donner moi-même. Et de son côté, Ségolène Royal a fait une longue déclaration depuis son fief électoral de Melle dans les Deux-Sèvres. La candidate PS appelle les Français à faire le choix de l'audace, je cite, pour mettre un terme à un système qui ne marche plus. Je vous propose d'écouter un extrait de la déclaration de Ségolène Royal. Je lance un appel à toutes celles et ceux qui veulent que la France fasse triompher la République du respect. Parce que nous savons qu'il n'y a pas de liberté sans justice, qu'il n'y a pas d'efficacité économique sans progrès social. Nous aurons le 6 mai prochain un choix clair entre deux voies très différentes. Et je tends la main à toutes celles et ceux qui pensent, comme moi, qu'il est non seulement possible, mais urgent, de quitter un système qui ne marche plus. Alors, nous allons vous rappeler donc les estimations des 12 candidats qui étaient en lice ce soir. Arrive en tête donc Nicolas Sarkozy pour l'UMP avec 30,6% des voix. Ségolène Royal en deuxième position, qualifiée pour le second tour, 25,9% des voix. Arrive en troisième position pour l'UDF François Bayrou, 18,5%. Quatrième position, Jean-Marie Le Pen pour le Front National avec 10,8% des voix. Olivier Besancenot recueillerait 4,5% des suffrages, Philippe de Villiers 2,3%, Marie-Georges Buffet 2%, Dominique Voynet 1,5%, Arlette Laguiller 1,4%, José Bové 1,2%, Frédéric Néus 1% et Gérard Chivardi 0,3%. Et toujours fourni par nos partenaires CSA, Cisco, France Info, Le Parisien aujourd'hui en France, l'estimation de l'abstention, une abstention très faible aujourd'hui, l'un des records d'ailleurs de la Ve République. Je pense que nous pourrons voir le chiffre un petit peu plus tard. Nous allons aller justement rejoindre l'un de nos partenaires pour cette soirée, Le Parisien aujourd'hui en France. Nous sommes en direct avec Dominique de Montvalon. Bonsoir Dominique de Montvalon, vous êtes le directeur de la rédaction du Parisien aujourd'hui en France. Que vous inspire... Alors une précision, je suis le directeur adjoint. Faites attention à ce que vous dites. Vous êtes trop modeste. Dites-nous ce que vous inspire ce premier tour de la présidentielle. Écoutez, il y a plusieurs éléments qui sont impressionnants dans ce résultat. L'importance de la participation des électeurs au scrutin,
l'échec impressionnant, spectaculaire, historique à certains égards de Jean-Marie Le Pen. Le bon résultat de François Bayrou, même si au regard de certains sondages, le candidat UDF pouvait espérer mieux, mais au total, il s'agissait de se qualifier pour le second tour. Il y a 2 candidats et 2 candidats seulement qui ont franchi la barre. Alors je dois dire que de ce point de vue-là, Nicolas Sarkozy fait un bon premier tour, une bonne performance, près de 30%. C'est, au regard de ce qu'on pouvait imaginer il y a 6 mois, assez spectaculaire. Mais Ségolène Royal est loin d'avoir perdu avec un vote utile qui lui a profité in extremis, d'où le titre de notre une de demain. On avait pensé titrer C'est serré, on préfère dire de façon plus positive C'est ouvert. Au-delà des sondages et des sondages faits à chaud, rien n'est joué. Ils ont chacun leur chance, même s'il y a un petit avantage au démarrage à Nicolas Sarkozy. Merci beaucoup Dominique de Montvalon d'avoir été en direct avec nous, directeur adjoint de la rédaction du Parisien aujourd'hui en France. Alors Jean-Michel et Audrey, vous avez à vos côtés de nombreux invités qui vont évidemment réagir et commenter tous les résultats de la soirée. Alors avant l'analyse du scrutin à Toulouse par l'un de nos journalistes, je vous présente notre troisième, on en est au troisième je crois, plateau d'invités ce soir. Corinne Lepage, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ralliée à François Bayrou avant ce premier tour et donc vous allez nous donner votre position sur la soirée. Xavier Bertrand, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole de Nicolas Sarkozy. Jean-Luc Benamias, vous êtes là pour les Verts. Monsieur Martinez, vous représentez le Front National. Jean-Michel. À notre droite, Christiane Taubira, radicale de gauche, qui a soutenu au premier tour Ségolène Royal. Arnaud Montebourg, porte-parole de Ségolène Royal. Olivier d'Artigol, porte-parole de la candidate communiste Marie-Georges Buffet. Et François Sauvadet, qui soutient François Bayrou. Voilà, Louis, c'est à vous. Alors, que faisons-nous? Nous allons en direct à Toulouse. Est-ce que Olivier Loubet est prêt à Toulouse? Olivier, est-ce que vous m'entendez? Moi, je suis tout à fait alors, prêt, Louis. Comment s'est passé le vote, ce premier tour de scrutin à Toulouse, où il y avait notamment le conflit Airbus qui a été au cœur de cette campagne électorale? Oui, ça fait partie des questions effectivement qu'on pouvait se poser ici. Quelle incidence la crise Airbus et le plan d'adaptation Power 8 avec plusieurs milliers de suppressions d'emplois annoncés, eh bien quelle incidence ce plan pouvait-il avoir sur l'élection? D'ores et déjà, je peux vous dire que Ségolène Royal réalise sur Toulouse même plus de 36 points de suffrage. Elle devance de 10 points Nicolas Sarkozy. Reste que bien évidemment l'ensemble de la région Midi-Pyrénées reste profondément ancré à gauche. Seulement dans 2 départements, Nicolas Sarkozy arrive en tête, l'Aveyron et le Tarn-et-Garonne avec 28,7% des voix, un peu loin quand même de son score national. Motif de satisfaction pour Ségolène Royal aussi, le score qu'elle obtient sur les terres de Jean Jaurès, 40% des suffrages, très beau score. Enfin, les Hautes-Pyrénées où François Bayrou arrive deuxième derrière Ségolène Royal avec plus de 23,4% des points. La palme de la participation dans cette région revient au département du Lot qui a voté à plus de 89%. Voilà qui montre bien combien ce premier tour aura réconcilié les Français avec peut-être la politique. Merci Olivier Loubet. Nous allons traverser la France d'ouest en est, direction Strasbourg, où nous retrouvons Renaud Hartzer. Strasbourg, où le vote du Front National était regardé de très près, puisque le FN fait généralement de bons scores dans l'est de la France. Alors nous n'avons pas encore de résultat définitif ici, puisque nous attendons encore le résultat de Strasbourg, mais les tendances sont connues. L'Alsace en effet perd un titre, si l'on peut parler en ces termes. L'Alsace n'est en effet plus la région qui vote le plus pour Jean-Marie Le Pen. Le candidat du Front National était, je vous rappelle, en tête en 2002 et en 1995. Et bien cette fois, Jean-Marie Le Pen est en 4e position avec 14% des voix environ, 2 fois moins qu'en 2002. Donc une question, que sont devenues les voix du Front National? Comment expliquer
expliquer cet effondrement? Eh bien en Alsace, c'est peut-être un peu plus limpide qu'ailleurs. Nicolas Sarkozy très clairement récupère l'électorat du Front National. Il est largement en tête ici avec 36% des voix. Il double le score de Jacques Chirac de 2002. Illustration de ce phénomène des vases communicants entre le FN et l'UMP. Souvenez-vous de ces petits villages en Alsace qui avaient voté en 2002 à plus de 40% pour Jean-Marie Le Pen. Eh bien prenons Eyvillers dans le nord-ouest du Bas-Rhin. Cette commune a voté cette fois-ci pour 40% pour Nicolas Sarkozy et 19% seulement, j'allais dire, pour Jean-Marie Le Pen. Pour terminer, le deuxième homme en Alsace s'appelle François Bayrou. Il réalise environ 20% des voix. Enfin, Ségolène Royal obtient 17%. Elle arrive troisième. C'est évidemment moins qu'au niveau national, mais elle fait tout de même 6 à 7 points de plus que Lionel Jospin en 2002. Merci Renaud Hartzer. Alors nous retraversons la France de l'Est à l'Ouest puisque nous retrouvons en direct de Bordeaux Laurent Latasque. Bonsoir Laurent. François Bayrou, j'imagine, a fait le plein des voix à Bordère dans son fief électoral. Vous avez le résultat de Bordère ? Oui, à Bordère, eh bien, François Bayrou a réalisé un score de 56%. Dans les Pyrénées-Atlantiques, il réalise un score de 29%. Et plus largement, dans la région Aquitaine, il a obtenu un très bon score, un score de 21%. C'est le troisième homme dans cette région Aquitaine. La région Aquitaine, vous le savez, c'est une terre socialiste. Ici, Ségolène Royal est arrivée en tête avec un score de 28%, devant Nicolas Sarkozy, qui lui a obtenu 27%. À noter également en Aquitaine l'effondrement de ces PNT. Frédéric Nious a obtenu un peu moins de 2%. Alors qu'ici, en 2002, Jean Saint-Josse avait obtenu plus de 8%. Et à noter cette petite surprise, à Bordeaux, eh bien Bordeaux, terre ville de droite depuis 1946 et ville d'Alain Juppé, eh bien c'est Ségolène Royal qui est arrivée en tête avec 31% des voix, suivi de Nicolas Sarkozy avec 30% des voix. Dans la série des Gadins maintenant, eh bien sachez que Dominique Voynet n'a obtenu que 2,24% des voix à Bègles, la ville de Noël-ma-mère. Et enfin, on va revenir avec Frédéric Nious, qui, vous le savez, est originaire des Pyrénées-Atlantiques, du village de Baudrex. Eh bien, dans ce village, il n'a obtenu que 3,35%, mais je tiens à préciser que là-bas, il a battu la candidate Dominique Voynet, qui, elle, n'a obtenu aucune voix. Voilà, merci Laurent Latasque. C'était effectivement l'objectif de ces PNT au niveau national. Ça va pas être possible, mais au niveau régional, apparemment, c'est le cas. Nous parlions à l'instant de François Bayrou, le candidat de l'UDF, qui a fait une déclaration tout à l'heure en direct sur notre antenne. Je vous propose d'écouter un court extrait de François Bayrou, qui veut poursuivre le combat, même si l'après-premier tour ne sera pas forcément évident. À partir de ce soir, la politique française a changé et elle ne sera plus jamais comme avant. Il y a enfin un centre en France, un centre large, un centre fort, un centre indépendant, capable de parler et d'agir au-delà des frontières d'autrefois. Ceux-là, ces millions de Français, ont compris que la vieille guerre des deux camps ne répondait plus au mal de la France. Et on va retrouver devant le QG de campagne de François Bayrou, rue de l'Université à Paris, Daniel Sportiello. Quelle sera, Daniel, la stratégie du candidat centriste pour l'entre-deux tours? Il veut poursuivre le combat? Écoutez, c'est un François Bayrou détendu, souriant, qui a reçu quelques journalistes ce soir dans son bureau et a laissé filtrer quelques-unes de ses intentions dans les jours qui viennent. Créer un nouveau parti d'abord, puis préparer les législatives avec 577 candidats sur la ligne de départ. Sur la stratégie maintenant, comme il l'a dit dans son discours, il n'est pas question de faire marche arrière. Les militants seraient déçus que l'on perde notre indépendance. Moi aussi, dit-il. Mais que va-t-il faire maintenant qu'il est avec près de 19% des voix au centre du jeu? Va-t-il donner des consignes de vote entre les deux tours? Eh bien, François Bayrou n'exclut rien, même s'il garde le mystère. Il renvoie à sa conférence de presse de mercredi, puis à une nouvelle conférence de presse après le débat entre les deux finalistes, entre les deux tours. Voilà pour le programme de François Bayrou. Merci Daniel Sportiello. Et voilà pour les déclarations et les commentaires qui vont forcément donner du grain à moudre à nos invités. Alors on va commencer par Christiane Taubira. On vient d'entendre Daniel Sportiello devant le siège de François Bayrou. Que faire de ces 18%? Et comment la candidate Ségolène Royal va-t-elle s'y prendre pour essayer d'aspirer une partie de ses électeurs?
D'abord, évidemment, ces 18% ne sont pas une propriété privée, pour commencer, puisque nous sommes dans un régime démocratique. Ensuite, effectivement, il faut parler aux citoyens, il faut parler aux électeurs. Il faut se souvenir que le score putatif, d'une certaine façon, potentiel de François Bayrou a grossi à partir du moment où les sondages le faisaient apparaître comme celui qui était le plus susceptible de battre Nicolas Sarkozy au deuxième tour. Alors pour nous qui observons les choses et qui gardons la fibre démocratique, c'est toujours très déconcertant et déstabilisant quand on imagine le deuxième tour lorsque le premier n'a pas encore eu lieu. Mais il demeure que c'est essentiellement sur cette hypothèse-là que François Bayrou a fait un saut qualitatif et qu'il est resté assez stable en fait, même si après il a connu un tassement, mais il est resté assez stable. Ce qui veut dire que, personne ne l'ignore, il a des électeurs de gauche. Il a des électeurs de gauche qui, peut-être avec quelques insatisfactions sur le programme ou la campagne de Ségolène Royal, mais qui surtout avaient l'angoisse, l'obsession de faire battre Nicolas Sarkozy. Ceux-là, tout naturellement, de mon point de vue, se retrouveront beaucoup plus proches du pacte présidentiel de Ségolène Royal, qui est un pacte avec des propositions de gauche, c'est-à-dire de prospérité économique et de solidarité. Ségolène Royal, ce soir, a eu une phrase dans sa déclaration à Mel. Elle a dit « Il est urgent et possible de quitter un système qui ne marche plus ». Comment vous interprétez cette phrase? Mais toute sa campagne l'illustre. Non seulement sa campagne, mais aussi sa pratique des responsabilités au sein du conseil régional de Poitou-Charentes et même sa pratique des responsabilités lorsqu'elle a été 3 fois ministre. Donc sa campagne l'a illustré aussi, elle a changé de méthode, elle a osé s'aventurer sur l'évaluation, par exemple, de l'action politique de la gauche. Est-ce que c'était un appel du pied très clair en direction des électeurs de l'UDF? Il est incontestable qu'il y a une forte résonance chez de nombreux citoyens, d'ailleurs ceux qui ont voté pour elle, mais d'autres aussi, et très largement sans doute chez des électeurs de François Bayrou. Oui, il y a une très forte résonance. Tous ces électeurs sont sensibles à ce refus d'un système qui effectivement a été soufflé, mais je rappelle, il y en a de nombreux d'entre eux qui sont allés par là parce qu'ils croyaient que c'était la victoire assurée. Alors on va demander à François Sauvadet sa réaction par rapport à tout ça, mais j'aimerais d'abord poser une question à Xavier Bertrand. Monsieur Bertrand, ce soir, plusieurs partis de gauche et d'extrême gauche ont appelé à voter Ségolène Royal. François Bayrou, lui, n'a pas donné de consigne de vote. Pour l'instant, personne n'a appelé à voter Nicolas Sarkozy. Ça veut dire que votre candidat n'est pas un rassembleur? Écoutez, avec le score qu'il réalise ce soir, je pense que quand vous dites ça, que ça ne correspond pas à la vérité. Je pose la question. D'ailleurs, vous avez un sourire qui veut tout dire. Non, non, mais n'essayez surtout pas d'interpréter mes sourires. Non, j'interprète pas vos sourires. Le score qu'il réalise montre qu'il y a clairement une dynamique aujourd'hui et un espoir autour de Nicolas Sarkozy. Et cette dynamique va continuer. Ce que je crois qu'il est important aussi aujourd'hui de constater, c'est que dans cette campagne de second tour qui s'ouvre, il faut tenir compte de ce qui s'est passé avec la participation. Il ne s'agit pas seulement de remercier les Français pour ce qui s'est passé, mais aussi de se souvenir de ce message. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de décevoir. Et qu'il ne s'agit pas ce soir, sur un plateau de télévision, quel qu'il soit, de déterminer qui va travailler et qui c'est que les candidats, les 2 candidats qui restent, s'adressent aux Français en leur proposant justement un projet de société. Et à partir de ça, chacun va se déterminer. Ce que je note aujourd'hui, c'est qu'on peut essayer toutes les constructions, il y a quand même des réalités. Ce n'est pas d'ailleurs un scoop que des candidats de gauche ou même d'extrême gauche, c'est d'ailleurs intéressant pour savoir ce que pensent les électeurs de François Bayrou du soutien de l'extrême gauche à Ségolène Royal, ça change un peu la donne. Il l'avait dit avant le premier tour qu'il la soutiendrait. Le deuxième sujet, c'est que les électeurs de gauche qui sont allés sur François Bayrou, ils sont allés sur François Bayrou alors même qu'ils savaient que le 21 avril 2002 pouvait se reproduire. C'est-à-dire qu'ils connaissaient le danger, mais ils n'avaient vraiment pas envie de voter pour Ségolène Royal. Ceux-là, ils ne vont pas faire machine arrière. Ils ne vont pas faire marche arrière parce qu'ils n'ont vraiment pas envie d'aller sur Ségolène Royal. Pourquoi? Parce que ces Français veulent aller de l'avant en faisant attention à ce qu'on ne laisse tomber personne. C'est ce que propose Nicolas Sarkozy, que d'avoir un projet qui justement protège les uns et les autres. Et ils n'ont pas envie du retour en arrière qu'incarne Ségolène Royal. Ségolène Royal, ne l'oublions pas, c'est quand même les années Jospin. C'est-à-dire 97, 10 ans en arrière. C'est pas ça, aller de l'avant. Alors les socialistes vont répondre que Nicolas Sarkozy, ce sont les années Chirac. C'est le ministre du budget, du creusement de la dette publique. Oui, je voudrais juste vous préciser de 93 à 95. Ministre de l'économie et des finances. Du logement absent pour les bourses. Le du budget de l'État a été diminué de 13 milliards d'euros, Madame Taubira. Voilà la vérité. Non, vous savez bien. Vous savez bien. Je ne cherche pas à avoir raison contre vous. C'est juste des faits. Mais regardez, à l'Assemblée, vous savez parfaitement que la dette n'a pas cessé de se creuser entre 93 et 95 et à nouveau en 2003. Mais je vous dis, Nicolas
Sarkozy, ministre de l'économie et des finances en 2004. Les finances publiques sont en plus mauvais état à son départ qu'à son arrivée. Mais il ne faut pas que ça vous gêne de le reconnaître, c'est quand même une bonne nouvelle pour tout le monde si le déficit diminue. Ça vous fait plaisir aussi, c'est normal. Non, mais ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. En 2004, c'est vrai. C'est comme le chômage qui a diminué. On connaît votre art dans la manipulation des chiffres. Alors attendez, ça n'est pas le cas, aussi, vous le savez. Madame Taubira, quand vous avez un taux de chômage qui est à 8,4%, ça devrait faire plaisir à tout le monde. Ça ne l'est pas. Et si vous tenez comme moi toujours les permanences, vos permanences, vous savez qu'il y a moins de gens qui viennent nous voir aujourd'hui pour retrouver un emploi parce que la baisse du chômage est une réalité. Mais on ne va pas se contenter de ça. Nous, ce que nous proposons, c'est le retour vers le plein emploi. 5% dans 5 ans, Madame Taubira. Mais quand ça va mieux, pourquoi il faut toujours que ce soit le thermomètre qui soit en cause? Xavier Bertrand, juste sans prendre parti pour l'un ou pour l'autre, je vais simplement vous voyez, Madame Taubira, rappeler que les chiffres de l'INSEE montrent que le taux de chômage n'est pas exactement de 8,4%. Des propositions qui pourraient être les vôtres parce qu'on n'a rien entendu. Vous voyez ce que vous incarnez. Moi, pendant longtemps, je regarde, pendant des années, Madame Taubira, je regardais la télévision, je vous ai vu sur les plateaux en 2002. Je vous ai vu, je ne participais pas à ces plateaux. Eh bien, je vais vous dire une chose. La façon dont vous parlez ce soir, c'est la façon dont on parlait il y a 5 ans. Alors que les Français veulent plus de cette façon de faire de la politique. Ils veulent qu'on leur explique un projet de société. Un projet de société. Bah écoutez, quand vous voyez les choses aujourd'hui, sur les autres, je ne vais pas être cruel vis-à-vis de Alors, on va essayer d'avancer un tout petit peu. François Sauvadet, tout à l'heure, Jean-Christophe Lagarde de l'UDF. Moi, c'est important. Regardez s'affronter. Oui, j'observe que rien n'a vraiment changé. On ne vous entend plus. Jean-Christophe Lagarde regardait s'affronter le Parti Socialiste et l'UMP tout à l'heure et il nous disait voilà, c'est exactement ce que nous voulons combattre. Pourtant, les électeurs ne vous ont pas assez fait confiance pour vous mettre au deuxième tour. C'est ce qui vient de se reproduire. Non, je crois d'abord que ce qui s'est passé, c'est que François Bayrou a mené une campagne très proche, très humaine, et il a eu un grand écho dans le pays. Personne n'aurait imaginé il y a quelques mois qu'il aurait recueilli sur son projet de rénovation de la démocratie, d'une démocratie beaucoup plus vivante, beaucoup plus moderne, qui sorte des affrontements stériles et qui vraiment se concentre sur les défis que nous aurons à relever demain, quel que soit le résultat d'ailleurs. Il ne faut pas se tromper, demain il y aura des défis à relever pour les Français eux-mêmes et une forte attente qui aura été suscitée par les uns ou par les autres. Donc il a eu un langage vraiment de raison en disant d'abord ne promettez pas tout parce qu'il faudra tenir demain à la fois les baisses d'impôts, les déficits, etc. Enfin tout ça n'était pas très sérieux en tout cas sur la tonalité qu'il faut donner à une campagne responsable. Donc aujourd'hui ce qu'il dit, je crois qu'il a raison, c'est que tous ces électeurs qui se sont portés sur lui et qui lui ont dit oui, il faut une rénovation de la vie politique française, oui, il faut une démocratie plus moderne, eh bien ceux-là se sentiront représentés demain comme ils l'ont été hier. Et la détermination de François Bayrou est totale. Est-ce qu'il donnera des consignes de vote pour le deuxième tour ? Alors comment le ferons-nous ? D'abord, je crois que aucun des deux candidats ne peut faire comme s'il ne s'était rien passé aujourd'hui. Considérer qu'on pourrait se comporter de la même manière en ignorant, comme commencent à le faire certains, ou en essayant d'attirer les électeurs, mais en ignorant le mouvement qui s'est créé autour de François Bayrou. Et ce mouvement de rénovation, ce serait une faute lourde. Et je pense qu'on en reviendrait à des désagréments extrêmement lourds. Donc maintenant, on va entendre ce qu'ils vont proposer. Des consignes de vote. On va entendre ce qu'ils vont proposer. Nous nous réunirons. Il y a un calendrier, une feuille de route qui a été fixée. Et qu'est-ce que vous attendez des différents partis ? Qu'est-ce qu'il faut vous donner comme gage pour que François Bayrou décide d'aller vers l'un ou vers l'autre ? Moi, je crois d'abord qu'il faut vraiment un changement de tonalité dans cette campagne. Considérer qu'il faut à tout prix battre l'autre pour faire gagner la France, je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Ce qu'il faut, c'est faire demain gagner la France. Donc j'attends vraiment, et nous attendons tous, de savoir ce qui va nous être dit par les deux principaux candidats. Est-ce qu'ils vont entendre, à eux deux, ils représentent, certes, un score important, mais un peu plus de la moitié de la population française se reconnaissent dans les choix qui ont été faits. Ça veut dire qu'une autre moitié de la population française, dont 20% qui attendent la rénovation de la vie démocratique, n'attendaient pas ce choix-là manichéen, à nouveau, camp contre camp. Eh bien voilà, c'est la leçon qu'il faut tirer. Moi, je souhaite qu'elle soit tirée par les deux principaux candidats qui vont être en liste demain. Je vais les écouter avec une grande attention. Pas simplement pour aller grappiller des voix, parce que ça n'aurait aucun sens. C'est sur ce projet de société qu'on veut bâtir qu'il faudra effectivement donner des signes extrêmement clairs d'un changement d'attitude. Merci François Sauvadet. Nous allons voir avec des chiffres comment justement peut se dérouler ce second tour. Avec vous, Roland Quérol, vous avez réalisé avec CSA et Cisco un sondage concernant justement comment peut se dérouler ce deuxième tour et un report des voix très intéressant. Alors, en effet, on a voulu voir quel était le point de départ de cette campagne du second tour en interrogeant les Français après
qu'ils ont appris ce soir les résultats du premier tour. Donc c'est un sondage effectué en soirée qui nous dit comment aujourd'hui les Français pensent qu'ils voteraient si le second tour était dimanche prochain. Alors les résultats, les voici. Aujourd'hui, c'est donc le point de départ. Hein. Ça n'est pas. Après, il y a une campagne qui va se dérouler, mais au point de départ de ce soir, 53,5 pour Nicolas Sarkozy, 46,5 pour Ségolène Royal. Donc un net avantage dans une campagne présidentielle. Net avantage pour Nicolas Sarkozy. On peut peut-être... Même un avantage supérieur au dernier sondage que CSA donnait juste avant le premier tour. Absolument, c'est beaucoup mieux que pour Nicolas Sarkozy que ce qu'il a fait dans tous les sondages que nous avons réalisés depuis des semaines. C'est-à-dire que la connaissance des résultats de ce premier tour convainc plutôt la majorité absolue des Français de voter au second tour pour Nicolas Sarkozy. Alors comment on obtient ce résultat ? Je disais tout à l'heure qu'il était très important pour l'un ou l'autre candidat ou candidate d'obtenir un maximum de voix du côté de François Bayrou pour espérer pouvoir l'emporter, dans la mesure où de toute façon à l'extrême droite comme à l'extrême gauche, les jeux et les disciplines paraissaient assez clairs. Or, comment est-ce qu'on obtient ce 53,5 pour Nicolas Sarkozy, 46,5 pour Ségolène Royal? On les obtient de la façon suivante. Je ne suis pas absolument sûr. Voilà. Là, nous avons ici le report des voix de François Bayrou qui s'inscrit devant vous. 39% d'entre eux nous disent ce soir qu'ils se reporteraient sur Nicolas Sarkozy, 45% sur Ségolène Royal et 16% seulement ce soir qu'ils s'abstiendraient. Autrement dit, vous voyez l'ampleur de la tâche pour Ségolène Royal. Avec déjà 45% des électeurs de Bayrou qui voteraient pour elle, ça ne lui suffit pas du tout pour faire mieux que 46,5. Il lui faut donc améliorer encore les disciplines de vote sur elle de l'extrême gauche, qui sont pourtant déjà très hautes. Nicolas Sarkozy, lui, peut améliorer un peu encore les reports de Jean-Marie Le Pen. Vous avez ici le report des voix de Jean-Marie Le Pen. 60% dès ce soir disaient qu'ils voteraient pour Nicolas Sarkozy, 19% pour Ségolène Royal, 21% disent s'abstenir. Il y a là un réservoir de voix possible. Et au total, encore une fois, si on peut compter un peu dans chaque camp sur une amélioration de la discipline des extrêmes, la clé de l'élection, elle est du côté de l'électorat de François Bayrou de ce soir, avec cette difficulté, encore une fois, que pourtant, alors qu'une petite majorité d'entre eux qui s'expriment se sont prononcés pour Ségolène Royal, ça ne fait pas la différence. C'est dire combien il est important de savoir s'adresser à ses électeurs pendant cet entre-deux tours. Merci Roland Kerl. Je rappelle donc les chiffres de votre sondage. 53,5 pour Nicolas Sarkozy, 46,5 pour Ségolène Royal en vue du second tour. Des chiffres qui ont passionné nos invités, et notamment Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg, vous étiez le promoteur de la 6e République. On a entendu un peu le même discours pendant la campagne du côté de François Bayrou sur le renouvellement des institutions. Il a même parlé lui aussi de 6e République, la proportionnelle, changer les institutions, revaloriser le rôle du Parlement. Est-ce que sur cette base-là, le renouvellement démocratique, il pourrait y avoir un rapprochement? Le pacte présidentiel que nous défendons dans cette campagne est un pacte extrêmement audacieux, avec des idées novatrices. Et qui d'ailleurs demandera le rassemblement et la participation des Français. Car on ne transforme pas un système politique, on ne s'attaque pas à la modernisation et au renouvellement d'un modèle social sans l'appui de la grande masse des Français. Et surtout sans l'outillage qui va consister en effet à les mettre autour d'une table, un peu ce qu'on fait dans les conseils municipaux, on pourrait l'imaginer à travers un pays entier, où sur l'ensemble des grands dossiers, éducation, retraite, santé, il va falloir qu'on assure en quelque sorte
les missions de la République. Et de ce point de vue, le projet de 6e République, c'est cette réconciliation que les Français peuvent avoir avec leur démocratie et leur avenir. C'est le projet de Ségolène Royal depuis longtemps. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous avons fait cette jonction. Les rénovateurs de la gauche et du Parti socialiste ont fait jonction avec Ségolène pour avancer vers une transformation en profondeur du système de décision publique dans notre pays. Voilà. Et de ce point de vue, je voudrais ici être tout à fait clair, nous ne sommes pas dans des rapprochements, tractations, il y a des positions qui sont prises et qui sont connues des uns et des autres. Est-ce que vous avez le choix de ne pas faire de tractation, de ne pas faire les électeurs passer sont même un peu méfiants et distants à l'égard, et ils ont raison, à l'égard des tractations d'appareils. Il y a un précédent. En 1988, François Mitterrand dit, si je me souviens, c'était le dimanche de Pentecôte à la Roche de Solutré, il n'est pas sain qu'un seul parti gouverne. Et c'était quelque part avant le premier tour, l'idée de lancer l'ouverture en direction du centre. Donc, je veux dire, ça fait partie aussi du jeu démocratique. Mais ça, vous voyez, dimanche de Pentecôte, c'était après les élections présidentielles, quand il a fallu construire une majorité au Parlement. Là, c'est un rapport entre une candidate, un projet, un pacte, un contrat qu'on propose à la société française pour les 5 ans à venir. Et c'est un rapport direct. Chacun prendra ses responsabilités en fonction du débat politique. Et puis, je vais vous dire, nous avons une candidature qui réalise... J'ai fait ce commentaire tout à l'heure sur les scores. Le score de Ségolène Royal, c'est le score de François Mitterrand. C'est le meilleur score depuis 1981 qu'un candidat socialiste ait jamais fait. Depuis 1981, nous n'avons pas eu ce score. Eh bien, celui de M. Sarkozy... Georges Marchais faisait 15%. Mais il y a 11%. Il y a 11%. C'était mieux pour la gauche, hein. Non, mais cette période-là. Ça on l'a compris. Mais la gauche n'est pas là. est siphonnée, donc il va falloir voir comment on fait pour la dynamique de second tour. Il y a par ailleurs, sur la question importante qui n'est pas neutre, du score de M. Sarkozy, qui a réalisé le score à peu près équivalent de M. Giscard d'Estaing en 1981, lequel a été battu, qui lui avait des réserves, il n'en a pas. Il est seul ce soir. M. Sarkozy est isolé. M. de Villiers ne veut pas voter pour lui. J'ai cru comprendre qu'il y avait des problèmes avec M. Bayrou qui pourtant, et c'est vrai, il avait déclaré d'un côté, je crois, c'est une de ses déclarations intéressantes, il avait dit le projet de société de M. Sarkozy est à l'opposé du mien. Nous constatons l'isolement de M. Sarkozy. Donc nous voyons bien que la question ne se posera pas sur des appareils. Ça passionne toute la presse, mais ça répugne un peu les Français. Donc nous, notre ligne, c'est une ligne d'appel, ce qu'a fait Ségolène Royal ce soir, à tous les Français par rapport au pacte présidentiel. On va écouter tout de suite Catherine Demangeat. Nous allons aller voir ce qui se passe à un endroit que vous connaissez bien, le siège du Parti Socialiste, rue de Solferino, Catherine Demangeat. Il y a encore la fête derrière vous, là. Je pensais que l'ambiance était retombée, mais apparemment, c'est pas le cas, hein. Oui, parce que finalement, Ségolène Royal va bien venir ici, très tard, aux alentours de 1h du matin. C'est ce que François Hollande a annoncé tout à l'heure depuis le podium installé au bout de la rue. Et il a demandé à la foule de patienter. Alors vous savez, Ségolène Royal s'est attardée beaucoup plus que prévu à Melle. Et elle serait encore actuellement dans l'avion privé qui la ramène à Paris. En tout cas, ici, 1000 à 2000 personnes l'attendent. Elle pourrait, elle aussi, prendre la parole depuis la scène. Et en attendant, comme vous l'entendez, eh bien, c'est un DJ qui anime la soirée. Merci Catherine. Je vous propose d'écouter maintenant la réaction de François Hollande. Tendez bien l'oreille, parce qu'il est à Faune, le premier secrétaire du Parti Socialiste a trop crié sans doute de joie. Je vous propose d'écouter François Hollande. Elle sera là. On va l'écouter un moment. Dans 1 heure, ici, auprès de vous. Attendez-la. Vous n'avez plus longtemps à attendre. La France a 15 jours pour attendre la future présidente de la République. Voilà, c'était François Hollande. Hein. Vous n'avez peut-être pas reconnu la voix, mais c'était bien lui. On ne fera pas de mauvais jeu de mots sur le manque de voix. La gauche n'a pas beaucoup de voix de réserve, mais Corinne Lepage, vous avez entendu ce que disait Arnaud Montebourg. Vous avez soutenu François Bayrou pour le premier tour. À quelles conditions, selon vous, il pourrait y avoir une nouvelle donne politique, celle que finalement le candidat de l'UDF a appelée de ses voeux pendant toute la campagne du premier tour? D'abord, François Bayrou a dit qu'il y aurait un calendrier, et je ne vais pas
me substituer au calendrier que lui-même a donné. Donc il a dit qu'il aura une conférence de presse mercredi, il dira mercredi ce qu'il a envie de dire. Moi je dirais que ce qui m'étonne un peu dans les discours que j'ai entendus tant de Xavier Bertrand que d'Arnaud Montebourg, c'est comme si c'était rien passé. C'est-à-dire que les 19% de François Bayrou, 7 millions de voix, excusez-moi du peu, ça ne compte pas. Nous allons faire, messieurs, comme si vous n'existiez pas. On va s'adresser directement à vos électeurs et vous, vous êtes priés de dégager. Je suis désolée, mais c'est pas comme ça que ça va se passer. Je ne sais pas comment ça se passera, mais il y a une chose dont je suis certaine, c'est pas comme ça que ça ira. Voilà, donc là-dessus, c'est très clair. Il y a quand même 7 millions de gens qui ont dit qu'ils avaient envie que les choses se passent différemment. Des gens venus de droite, des gens venus de gauche, des gens venus du centre, des gens venus de l'écologie. J'ai été très étonnée mais agréablement surprise de voir que dans les sorties de vote CSA, sauf si Roland Quérol me dit le contraire tout à l'heure, dans les votes verts, qualifiés de verts, eh bien il y en a 18% qui ont été sur François Bayrou et 16% sur Dominique Voynet. Ce qui veut donc dire que beaucoup d'écologistes ont voté pour François Bayrou, même si l'honnêteté me conduit à dire qu'il y en a 36% qui ont voté pour Ségolène Royal. Alors à propos de couleurs, Corinne Lepage, nous allons voir deux couleurs, le rose et le bleu. C'est la carte de France proposée par nos partenaires CSA Cisco qui se remplit progressivement. Une carte de France, vous le voyez, en rose pour Ségolène Royal, en bleu pour Nicolas Sarkozy, avec en même temps les résultats, et en orange, la couleur orange, c'est celle de François Bayrou. Nous serons bientôt en mesure de vous proposer dans quelques minutes. Ce sont des résultats, ce ne sont pas des estimations. Donc la carte de France qui continue à se colorer. On poursuit le débat. Jean-Luc Benamias, oui, je suis là. Vous appartenez aux Verts, vous êtes l'ancien secrétaire général des Verts. Oui. Selon vous, comment peut se reconstituer une majorité de gauche entre les deux tours, sachant qu'on l'a vu tout au long de la soirée, la gauche finalement ne pèse pas plus de 37% ce soir. Il y a du changement dans ce pays et c'est une excellente chose. Alors la surprise de ce soir, c'est qu'il n'y a pas de surprise. Hein. Le second tour était plutôt attendu selon les derniers sondages. Moi, j'entends bien. Je pense que les écologistes dans ce pays pèsent plus que les 1,5 ou 1,6% de Dominique Voynet qui, je le rappelle, et tout le monde sera d'accord avec ça, a fait une campagne plus que courageuse. Mais clairement, je pense qu'il y a des thèmes à développer pour les deux candidats. Alors moi, mon candidat et ma candidate du second tour s'appelle Ségolène Royal, ça n'est pas une surprise et c'est une surprise pour personne. Mais je pense qu'il y a des thèmes forts à développer. Sur ce plateau, il y a pas mal de gens qui se réclament de l'écologie. J'en ai deux à côté de moi, me semble-t-il. Il y a un sujet fondamental. En gros, l'écologie politique en France pèse 10% des voix au sens large du terme. Corinne Lepage, j'ai un peu d'en parler sur qui a voté pour qui dans ce premier tour. Premier thème central, alors ça on en a beaucoup parlé fin novembre, début décembre, je ne rappellerai pas pour qui, mais pour Nicolas Hulot, il faut être clair. Clairement, il y a l'espace de changement climatique. Qui vous a torpillé votre campagne? Non, pas du tout, absolument pas. Aux Verts, aux écologistes politiques, toutes tendances confondues, de réfléchir à la façon de faire de la politique et à la façon de rentrer dans la recomposition du paysage politique français, voire aussi européen. Ce discours, on comprend mal qu'on ait tant parlé de l'écologie pendant cette campagne et que malgré tout, le score soit celui-là. Je comprends tout aussi mal, mais comme ces choses sont ainsi, c'est ainsi. Hein. Clairement, il y a un objet prioritaire que nous avons entre les mains tout à chacun ici. Dans les 10 ou 15 ans, il faut que nous ayons des réponses fondamentales par rapport à la crise écologique. Fondamentales en 10 ou 15 ans pour que notre mode de vie occidental puisse continuer à exister dans la sobriété, mais puisse continuer à exister tout le monde. Est-ce que cette préoccupation-là doit être incarnée dans un parti? Oui, écoutez, de l'écologie sans écologistes, on verra très vite. Là, vous êtes, excusez-moi, Jean-Luc Benamias, vous êtes trois, les uns à côté des autres. Nathalie Kosciusko-Morizet qui est très environnementaliste, très écologiste, elle va nous le dire. Corinne Lepage également. Et là, on a l'UDF, l'UMP et les Verts. Mais qui n'a pas, elle le sait très bien, pas réussi suffisamment à convaincre Nicolas Sarkozy d'aller aussi loin que possible. Mais vous répondrez. Je dis, deuxième sujet fondamental, et j'en rajouterai un troisième, la lutte contre la pauvreté. Ça touche à l'emploi, mais ça touche à la lutte contre la pauvreté, ici comme ailleurs. Troisième sujet fondamental, le fait de ne pas parler uniquement de la France, la France, la France. Parler de l'Union européenne et quelle place la France reprend dans l'Union européenne. Parler ici à chaque fois, comme je l'entends, dans les discours de chacun et de chacune, uniquement la place de la France par rapport à la France. Mais tout ça, c'est du baratin total. C'est
On ne sortira de la crise dans laquelle nous sommes au niveau de démocratie française, au niveau de l'emploi, au niveau de la sécurité, au niveau des transports, de la santé et de l'environnement, que si nous savons retrouver notre place pleine et entière dans le cadre de l'Union européenne. Et bien par rapport à cela, il y a du travail, parce que dans cette campagne, je ne l'ai pas entendu. Juste encore un mot, Jean-Luc Benyamin. Il y a quelques semaines, votre ami Danny Cohn-Bendit de Francfort, au téléphone, sur France Inter, a lancé un appel à François Bayrou. Un appel à franchir. Il lui disait, tu es au milieu du gué, franchis le reste de la rivière. J'attends, comme je vais écouter ce que disaient ici les représentants de la candidature de François Bayrou, j'attends de voir quelle décision il prendra. Je ne vois pas, dans la campagne qu'il a faite, et dans ceux qui ont voté pour lui, notamment dans les banlieues françaises, beaucoup ont voté pour lui. Je ne vois pas d'autres possibilités, mais je ne suis pas à la place de François Bayrou. Mais je serai à sa place, je dirais effectivement que du côté de Ségolène Royal, il y a plus de réponses ouvertes et positives par rapport à l'attente qui existe dans ces banlieues. Maintenant, je laisse à l'UDF et surtout à François Bayrou et à son équipe le choix de choisir. Moi, j'appellerai à ça. Et si jamais il faisait ce choix-là, l'utilité qu'il aurait eu dans la recomposition du paysage politique français, dans le cadre français et aussi dans le cadre européen, aura été extrêmement importante. Merci Monsieur Benyamin. On va poursuivre le débat. Pardonnez-moi, si vous êtes avec nous depuis maintenant la fin d'après-midi, vous savez que nous sommes en direct des QG des candidats, des lieux de rassemblement où se retrouvent les militants. Nous sommes aussi, grâce à Clément Veil-Reynal, un peu partout dans Paris. Clément qui hume l'atmosphère de la capitale en ce soir de premier tour. Clément Veil-Reynal, vous êtes à la coupole, me dit-on. Oui, nous terminons cette longue nuit électorale dans un des hauts lieux de la vie parisienne, qui est la Coupole, le plus grand restaurant de la capitale. Alors ici, effectivement, on s'est peut-être moins soucié de la soirée électorale. On a beaucoup mangé, on a festoyé, je vous disais, c'est le plus grand restaurant. On a aussi beaucoup travaillé. Et d'ailleurs, je voudrais vous présenter donc Yann, vous êtes garçon à la Coupole. Comment s'est passée la soirée ? Une bonne soirée dans l'ensemble, où les gens étaient plutôt détendus. Peu de Français. Peu de Français. On avait beaucoup d'étrangers qui nous ont posé quelques questions sur les sondages. Vous étiez au courant de tenu au courant par la clientèle qui est venue, une petite clientèle française qui est parisienne qui est venue nous voir. Vous êtes content des résultats ? Oui, dans l'ensemble très content, parce que je trouve que c'est la démocratie qui est en place. Il y a la gauche, la droite, donc c'est plutôt positif pour notre pays. Positif, vous êtes optimiste pour la suite ? Tout à fait, je pense que les choses vont dans le bon sens. C'est mieux qu'en 2002, au moins les Français ont affirmé des idées. Vous faites partie, vous voyez, il est déjà minuit et demi, vous faites partie de la France qui se couche tard. Et qui se lève tôt. Qui se lève tôt aussi. Et qui se lève tôt également, mais on fait un beau métier qu'on aime, donc c'est avec le sourire et avec grand plaisir. Voilà. Très bien. Eh bien, donc, je vais vous laisser parce que votre journée est déjà terminée et je crois que vous recommencez, en tout cas la coupole recommence dès 7h30 demain matin. Voilà. Un petit peu plus tard, mais voilà. Merci Clément. La nuit n'est pas terminée pour vous, hein, donc, et puis demain matin vous travaillez aussi Clément. Alors nous allons poursuivre cette soirée avec les internautes. Vous savez que nous avons de nombreux internautes qui ont participé à cette soirée électorale sur France 3. Nous retrouvons en direct de sa webcam Richard Alvarez, qui est donc un Français expatrié au Sénégal. Monsieur Alvarez, bonsoir, bonjour même. Comment s'est passée cette soirée de premier tour de la présidentielle du côté de la communauté française du Sénégal? Écoutez, ça s'est passé très bien et on a eu une agréable soirée puisque surprise, enfin demi-surprise parce que le travail qu'on a fait sur le terrain depuis des années a commencé à porter ses fruits. La gauche, pour la première fois, est passée en tête des résultats. Ségolène fait à Dakar 41,52% et à Saint-Louis, elle fait... On vous a perdu, mais on a entendu le message essentiel. Merci Richard Alvarez. Il faut dire effectivement que la tendance pour les Français expatriés, c'est le vote traditionnellement à droite. Apparemment au Sénégal, ce n'est pas le cas ce soir. Nous allons voir du côté de Barcelone ce qui s'est passé ce soir. Bernard Etali, bonsoir. Est-ce que vous avez, vous, des premiers résultats concernant la communauté française de catalane ? On ne vous entend plus. Alors, Monsieur Retali nous parle, mais nous ne l'entendons pas. Nous allons peut-être le retrouver un peu plus tard. On va poursuivre retrouve en attendant nos invités qui, eux, ont des micros qui marchent. Maurice Leroy.
Non, on me dit plusieurs choses en même temps pendant que je parle. Maurice Leroy, François Bayrou annonce, nous disait tout à l'heure Daniel Sportiello, un nouveau parti qui va présenter des candidats aux législatives. On imagine qu'il va prendre, comme il le dit souvent, les meilleurs des deux camps, mais lesquels? Parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas vraiment eu beaucoup de ralliements. Bon, le sujet, c'est pas des ralliements, on est en train de construire une vraie force. Avec qui ce nouveau parti? On est en train de construire des gens pour le construire. Une vraie. Ben, vous savez, regardez, François Goulard nous a déjà rejoint, Azouz Begag, d'autres, parce que partout en France, sur le terrain, il y a des Français qui viennent et qui se rassemblent sur la candidature de François Bayrou. Je crois que ce soir, ce qui est intéressant à noter, c'est que, bien sûr, on a Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy, mais enfin, qui avait prédit qu'il y aurait l'émergence d'une force centrale, que le centre existe en France. Et ce soir, nous y sommes. Et notamment, si on analyse les résultats, Jean-Luc Benamias avait raison tout à l'heure, si on analyse finement les résultats, on s'aperçoit que dans le Rhône, nous sommes la deuxième force, dans tout le département du Rhône. À Paris, 19%, et quand on regarde dans tous les quartiers et les villes de France, eh bien, c'est une force avec laquelle il va falloir compter au second tour de l'élection présidentielle, mais aussi dans les scrutins à venir. Donc, c'est une vraie force nouvelle. Sauf, Maurice Leroy, que à l'élection législative, le mode de scrutin n'a toujours pas changé. Et c'est toujours un scrutin majoritaire. Et dans le scrutin majoritaire, il y a un second tour. Si vous ne faites pas un accord avec la gauche, il faudra faire un accord avec la droite. On est bien d'accord. Et si vous ne faites un accord avec personne, Nicolas Sarkozy et l'UMP peuvent faire en sorte que vous n'ayez plus un seul député à l'Assemblée nationale au mois de juin. Ne dites pas, Jean-Michel Vuillet, ne dites pas, vous voyez bien que ça ne tient pas la route, ne dites pas un seul, je suis député, il y en aura, vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez le résultat sur ma circonscription? Mais s'ils maintiennent, c'est pas comme ça que les choses se passent. Il faut pouvoir, je ne vais pas faire compliqué, il faut faire 12,5% des inscrits. Croyez-moi, pour faire 12,5% des inscrits aux législatives, il faut faire au-delà de 15 ou de 20% en fonction des taux de participation. C'est pas comme ça que ça fonctionne, évidemment. Et quand François Bayrou est à 19 ou pas loin de 20%, on verra quels sont les résultats définitifs en fin de soirée. Ça veut dire qu'évidemment, il y a un certain nombre de circonscriptions où l'UDF va être à 22, 25 ou 27%. Donc ça veut dire que c'est une vraie force. Et d'ailleurs, j'observe, pour m'en réjouir, que aussi bien Nicolas Sarkozy que Ségolène Royal sont contraints ce soir de faire de grands appels de phare aux plus de 6 millions de Français qui ont voté François Bayrou. Par conséquent, c'est une force, elle existe. Corinne Lepage avait raison, ne faisons pas comme si, ça y est, le second tour était fait. D'ailleurs, vous avez posé des bonnes questions tout à l'heure, vous avez dit, mais comment on fait? Il y a 36... Non mais regardez, vous avez dit, il y a 36%. 36%, tout à gauche, et Nicolas Sarkozy est à 30 et quelques. Ça fait pas 50%. Nathalie Kosciusko, comment Nicolas Sarkozy peut-il aborder le second tour s'il ne fait pas, en quelque sorte, appel aux voix de François Bayrou? J'ai l'impression que là, il y a une confusion entre des stratégies d'état-major qu'on voit se dessiner derrière les propos habiles que tient Maurice Leroy, et puis la réalité de ce que c'est que le second tour dans la Ve République, qui est des candidats qui s'adressent directement, deux candidats qui s'adressent directement aux Français et qui opposent deux projets. Et c'est les Français qui décident, ils ne se déterminent pas en fonction des subtils calculs. Non mais votre raisonnement qui est extrêmement sophistiqué, me semble-t-il, ne correspond pas à la réalité de ce que c'est que la dynamique d'un second tour. Il y a 19%, il faut en tenir compte. Tout à l'heure, Arnaud Montebourg nous a fait un formidable numéro de magie dont il ressortait que Ségolène Royal rayonnait d'un score resplendissant, que les autres candidats étaient écrasés ou presque. Bon, la réalité, le bilan de la journée, c'est une participation formidable qui donne d'autant plus de poids et d'autant plus de prix au score qui est le vrai événement, parce que c'est un score historique du jour, qui est le score de Nicolas Sarkozy, qui est supérieur à 30%. Je dis que ça donne d'autant plus de poids, parce que derrière les pourcentages, il y a des personnes, et 30% avec 85% de participation, ça fait plus de 11 millions de Français. Et on est maintenant, projet contre projet, dans un débat entre deux visions, et les électeurs se déterminent là-dessus, et pas en fonction de ce qui se passera peut-être aux élections législatives, et ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, Olivier d'Artigol, je rappelle que vous représentez ici Marie-Georges Buffet, le Parti communiste.
On l'a dit tout au long de cette soirée, les gros partis de gouvernement, c'est-à-dire à la fois l'UMP et le Parti Socialiste, arrivent très haut ce soir, sont en tête, sont au second tour, mais les deux ont un problème de rassemblement au second tour. Comment voyez-vous ce rassemblement de second tour? Je suis déjà d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il nous faut une campagne projet contre projet. Merci de me donner la parole. J'ai eu la crainte de devoir m'organiser pour prendre un petit déjeuner dans vos studios demain matin. Mais à cette heure tardive, donc tout arrive. Vous n'êtes pas le seul, hein. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas pu parler, il y a plein de gens à l'extérieur du studio qui n'ont pas pu intervenir non plus, donc c'est la règle des émissions politiques et on vous donne la parole avec grand plaisir. Je faisais un trait d'humour. Donc je pense que la situation politique à gauche ce soir est préoccupante, dans le sens où nous le savons bien, nous l'avons senti sur les dernières lignes droites, le vote utile a joué à plein, certainement avec deux leviers. Beaucoup, notamment dans l'électorat communiste, ne voulaient pas revivre une catastrophe démocratique après celle du 21 avril 2002. Beaucoup à gauche sont allés aux urnes avec cette image, cette repentance des visages de la droite et de l'extrême droite du 21 avril 2002. Et il y a eu un autre levier puissant, c'est celui d'une sorte de référendum anti-Sarko dans l'électorat de gauche sur le premier tour. Tout ça a bénéficié à plein régime pour Ségolène Royal. J'ai le sentiment, à l'écoute de son intervention ce soir, qu'il faut impérativement et dans l'urgence apporter des réponses très fortes à ce thème qui aurait pu être un grand thème de la campagne, l'urgence sociale, salaire, emploi, pouvoir d'achat, logement, protection sociale. Il nous faut lever un espoir à gauche. Avouons que Sarkozy a un projet. Je pense d'ailleurs que c'est le danger est immense, car la politique de Sarko pendant 5 ans ne serait pas que le prolongement de ce qui a été fait, mais des aggravations très graves pour le monde du travail, les quartiers populaires, la jeunesse, par rapport à ce que son projet. Il faut donc rassembler une gauche sur un contenu. J'attends la responsabilité sur les épaules de Ségolène Royal est grande, et après il nous faudra bâtir une nouvelle majorité de gauche avec un électorat à gauche qui ne sera pas siphonné comme ça a été fait, parce que cette puissance du vote utile, ce piège démocratique de la présidentielle, la manière dont s'est passée cette campagne avec ce quatuor, avec les sondages, avec le formatage, je regrette que ces grands débats publics démocratiques n'aient pas pu avoir lieu lors de la campagne, et je pense qu'il nous faudra tirer les enseignements de ce qui se passe, parce que je n'ai pas le sentiment que notre pays est en grande santé démocratique. Merci beaucoup. Nous allons retrouver l'un de nos meilleurs analystes. Je pensais qu'on faisait intervenir Patrick Roger. Oui, pardon. Patrick Roger, vous êtes le directeur de la rédaction de France Info, qui est notre partenaire pour cette soirée. Quel est le regard de votre rédaction sur ce scrutin ? Tout d'abord, en fait, contrairement à ce qui a été dit à l'instant, je pense qu'il y a eu quand même un formidable débat dans le pays, et la preuve en est, c'est ce soir cette participation exceptionnelle. En fait, nous, on l'a vu à travers nos reportages tout au long de la journée, une participation donc dès ce matin, il y avait énormément dans les bureaux de vote. C'est bien la preuve que cette campagne, en fait, elle a été lancée depuis longtemps. Nicolas Sarkozy l'a quasiment lancée depuis 5 ans. Et c'est vrai, on l'a dit et répété, etc. Et depuis 3 mois, c'est vraiment monté en puissance. Et on l'a senti en fait aujourd'hui. Les gens avaient vraiment envie de s'exprimer. Et ce n'est pas fini, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a effectivement dans 15 jours, et il y a ensuite les 10 et 17 juin qui vont arriver avec les législatives. Et donc on n'est pas au bout de notre feuilleton qui passionne vraiment les Français. On l'a remarqué, et nous sur notre antenne ce soir on l'a remarqué, et on va le vivre en fait dans les jours qui viennent, où on montera en fait des cafés de la République, on sera en fait sur le terrain tous les soirs pour voir qu'il y a de nouveau ce clivage arbitré, alors c'est vrai, par François Bayrou. Moi, il y a une petite phrase qui m'a étonné en fait ce soir, c'est de Claude Barthelone en fait au Parti Socialiste, donc qui a dit il faut peut-être pas aller trop vite vers François Bayrou, parce qu'il ne faut pas oublier en fait l'extrême gauche. Si d'emblée en fait on se dit que François Bayrou peut venir avec Ségolène Royal, que va dire l'extrême gauche? Donc je pense qu'en fait... Adducteurs, hein. Barthelone devrait faire attention à ses adducteurs. Oui, donc tout ça pour dire qu'en fait, ce n'est pas fini, le feuilleton est loin d'être bouclé, et je crois qu'on n'est pas au bout de nos surprises. La première surprise, est très agréable ce soir, c'est évidemment cette participation. Et puis l'autre point, sur un plan médiatique, on annonçait que les sondages allaient sortir sur les blogs, sur Internet très tôt. Finalement, il n'y a rien eu. Comme quoi, en fait, ça fait pchit.
ce soir. C'est la peur du gendarme. Les faits 20h jouent encore. Voilà, la peur du gendarme, et c'est bien en fait pour la démocratie. L'annonce de 20h joue encore à plein. Jean-Claude Martinez, vous êtes l'une des voix du Front National. Le Front National réalise ce soir l'un de ses plus bas scores. Je crois que c'est le score le plus bas depuis 1988. Jean-Marie Le Pen avait laissé entendre que ce qui n'avait pas été possible avec Jacques Chirac pourrait l'être avec Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'on peut envisager que le 1er mai, il donne des consignes de vote plus ou moins explicites pour Nicolas Sarkozy? D'abord, en premier point, c'est plus facile quand on est dans la situation de Nicolas Sarkozy ou de Ségolène Royal. D'abord, un petit salut quand même à l'artiste, parce que c'est 11%. Moi, j'avoue, je n'ai pas encore les chiffres, puisque vous ne les avez pas donnés. Je ne sais pas, en millions de voix, puisqu'il y a un numérateur et un dénominateur. En millions de voix, il aurait fait à peu près 4 millions de voix, voilà, contre 4 millions, 400 000. Il y a un numérateur et un dénominateur, et quand le dénominateur augmente, c'est sûr que le pourcentage diminue. C'est-à-dire les 4 millions d'électeurs du Front National ne se sont pas évaporés. Ils sont toujours là, mais le parti n'a pas réussi à en convaincre de nouveau. C'est un grand problème de philosophie qui remonte au socratique. Combien de grains faut-il pour faire un tas de sable? Et donc combien de voix faut-il pour que Nicolas Sarkozy ou Ségolène Royal aient un tas de sable à 50 ou 51%? Il y a sans doute les voix de François Bayrou, mais il y a aussi les voix de Jean-Marie Le Pen. C'était ça un petit peu votre question. Comment va-t-il décider le 1er mai? Laissons-lui la possibilité de décider, si j'ose dire. Et qu'est-ce qui est possible avec Nicolas Sarkozy qu'il n'était pas avec Jacques Chirac? Avec Ségolène, pourquoi limiter à Nicolas Sarkozy? Non, je dis ça parce que Jean-Marie Le Pen, pendant la campagne, a parlé de Nicolas Sarkozy. Donc une région, vous avez vu, qui est intégralement à gauche. Alors, n'excluez pas à gauche. Il serait vrai que l'intérêt de l'avenir du Front National serait plutôt Ségolène que Nicolas Sarkozy. Permettez-moi de le dire, simplement. En termes simplement arithmétique et en termes d'avenir politique. Mais ce n'est pas moi qui trancherai. Moi, ce que je voudrais dire simplement, bien sûr, des événements se sont produits, François, je m'en réjouis, une quantité de choses. Mais c'est tout de même, ce qui m'a marqué, c'est la modestie de la campagne. Les professions de foi sont là. Du côté de Nicolas Sarkozy, page 3, écrit en gros, je serai le président du pouvoir d'achat. Vous imaginez De Gaulle à Phnom Penh, faisant un discours sur le pouvoir d'achat. Ou du côté de Ségolène Royal, la caution pour les loyers, le soutien scolaire, parmi les grandes mesures, tout de même déranger 40 millions de personnes pour le pouvoir d'achat, ce qui n'est pas négligeable, ce qui est fondamental quand on... Mais il en a convaincu 11 quand même. Mais simplement, au mois de juillet, par exemple, une fois les événements terminés, à Genève, à l'Organisation mondiale du commerce, on va probablement signer ce grand accord commercial planétaire. Que va faire Nicolas Sarkozy ou Ségolène Royal? Juste un mot, Jean-Claude Martinez. Comment voyez-vous la aujourd'hui par rapport à ce qui arrive sur le plan planétaire, ne serait-ce que le 1er juillet 2008, où notre président ou notre présidente va être président de l'Union européenne? Votre président... Va-t-il parler du pouvoir d'achat ou du soutien scolaire? Votre président, Jean-Claude Martinez, a 78 ans, il va avoir très bientôt, 79 ans. C'est la jeunesse qui commence. Audrey Pulvar rappelait que c'était quand même son plus mauvais score depuis 1988. Est-ce que ça veut dire, excusez-moi, on peut poser cette question ce soir à cette heure, est-ce que ce n'est pas d'une certaine façon la parenthèse Front National qui est en train de se terminer ce soir? Mais écoutez, c'est la raison pour laquelle, comme Camus, moi je suis un homme révolté et en colère, parce que le débat, le combat que nous menions était très important. Quand on est candidat RPR, UMP ou PS, bon, les choses sont plus faciles. Quand on est Front National, ça démarre à l'Indo, l'Algérie, etc. Le combat est beaucoup plus difficile. Et moi, j'avoue que je n'ai pas apprécié que des enfants mènent notre campagne électorale parce que les choses ne pouvaient pas se jouer sur des plateaux de télévision quand nos électeurs, eux, sont devant des plateaux de maisons de retraite ou des plateaux de la cantine. Donc ça, j'avoue que quand on doit mener la bataille d'Austerlitz, envoyer la Madelon pour commander l'ensemble des troupes du Front National, merci, Monsieur Martinez. J'avoue que c'est quelque chose qui m'a un peu surpris. Merci à vous. Merci. Nous allons regarder, s'il vous plaît, la carte de France qui continue de se colorer en rose, en bleu et en orange, mais beaucoup plus de bleu. Vous le voyez. Candidat en tête par département, Nicolas Sarkozy 60, Ségolène Royal 21, François Bayrou 1, et il manque 14 résultats encore. Nadjet Belkacem, bonsoir. Vous êtes l'une des figures qui émergeaient autour de Ségolène Royal. J'aimerais avoir votre réaction par rapport au sondage, à la projection que nous propose le CSA et Cisco sur le deuxième tour. Si le second tour avait lieu dimanche prochain, d'après CSA et Cisco, Ségolène Royal serait très largement battue.
Écoutez, moi, les sondages, jusqu'à présent, j'ai toujours été très réservée, donc je vais continuer à l'être jusqu'au 6 mai au soir. Moi, je pense que Ségolène Royal a toutes ses chances et qu'aujourd'hui, nous vivons un grand soir parce qu'elle a su prouver d'abord que sa méthode était la bonne, parce que c'est bien elle qui a introduit cette démocratie participative, ces débats participatifs qui ont redonné goût à la chose politique à beaucoup d'électeurs qui s'en étaient éloignés ces dernières années. Et je pense qu'on peut l'accréditer d'une partie du taux de participation dont on se félicite ce soir. Ensuite, pour une femme qu'on a si souvent brocardée, à laquelle on a fait tant de procès en incompétence, je trouve qu'elle s'en sort remarquablement bien, avec un score qu'on n'a pas connu depuis des années au Parti Socialiste et qui dépasse même celui de François Mitterrand en 1981. Et puis je me félicite aussi, évidemment, de la baisse, même si elle est relative, du score du Front National dans le scrutin de ce soir. Donc je pense qu'aujourd'hui, on entre dans une deuxième phase de la campagne avec une confrontation très claire de deux projets, de deux conceptions de la nation, du pays, de la chose politique, celle de Nicolas Sarkozy et celle de Ségolène Royal, et qu'autour de ce projet, autour de ces valeurs, vont venir se cristalliser des électeurs qui n'appartiennent pas forcément ni à la gauche ni à la droite. Moi, je pense que le discours de Ségolène Royal peut très bien être entendu aussi bien par l'extrême gauche. Elle a donné beaucoup de garanties sur la lutte contre la précarité, contre les injustices, contre les discriminations, que aux électeurs de François Bayrou, qui se reconnaîtront sans doute dans beaucoup de ses idéaux. Oui, je crois qu'on part à Marseille, après ce qu'on me dit. Monsieur Marseille, il est sur le plateau. J'ai plusieurs informations à la fois. On me parlait de Jacques Marseille. Avant de donner la parole à Jacques Marseille, si on pouvait simplement regarder nos sondages sortis des urnes, on nous dit beaucoup de choses en même temps, il faut le savoir. Nous avons posé la question à des électeurs de savoir quand ils ont pris leur décision, parce qu'on a beaucoup parlé du poids des indécis dans ce scrutin. Ils ont pris pour la plupart, pour plusieurs d'entre eux, pas pour la plupart, mais pour plusieurs d'entre eux, leur décision assez tardivement, cette semaine, voire aujourd'hui, dans la file d'attente, juste avant de passer à l'isoloir. Alors, Jacques Marseille, je comptais de toute façon vous faire intervenir. Vous êtes historien et spécialiste de la chose politique. Comment vous analysez cette indécision qui demeure, mais presque jusqu'au dernier moment, au moment de glisser le bulletin dans l'urne ? Je ne sais pas, peut-être ce qui vient d'être dit, c'est que les deux personnages qui finalement émergent du premier tour étaient des personnages qui inquiétaient. Vous l'avez dit, Ségolène Royal, d'une certaine manière, était brocardée, on l'a jugée incompétente, et finalement, elle rassemble quand même un très beau score à gauche, 26%, 25-26%, un très beau score. Nicolas Sarkozy était haï, fait l'objet d'une campagne démente, quand on y pense, sur le personnage, de la même manière. Et il rassemble 30%. Donc c'est très rassurant de voir que deux personnages aussi détestés, qui ont fait l'objet de campagnes qu'on n'a jamais vues dans ce pays, sur l'attaque sur les personnages, eh bien finalement les Français n'ont pas été sensibles à ça. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. C'est-à-dire que les Français ont été beaucoup plus sensibles au projet qui était derrière ces deux candidats qu'aux personnalités de ces candidats qui faisaient l'objet apparemment de cette indécision. Et moi, je trouve que c'est plutôt une nouvelle un peu rassurante. Alors, Jean-Claude Martinez, qui est en train de nous quitter, disait tout à l'heure que la campagne n'avait pas été bonne, elle était nulle. Hein. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de critiques à propos de cette campagne, qu'on passait du coq à l'âne en permanence, on changeait de sujet tous les 48 heures. Et pourtant, les Français se sont intéressés à cette campagne. Ils l'ont montré aujourd'hui en allant voter en masse. Thierry Pech, vous êtes secrétaire général de la République des idées. Vous, quelles leçons tirez-vous de cette campagne sur le fond et du vote des Français aujourd'hui ? C'est vrai que la campagne a passionné les Français. Vous le rappeliez tout à l'heure. C'est vrai que la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est quand même un taux de participation exceptionnel et qui s'accompagne en plus d'un repli sensible, non seulement en valeur relative, mais aussi en valeur absolue, du Front National. Donc on a là affaire à de très bonnes nouvelles. Néanmoins, la fracture démocratique dont on a beaucoup parlé ces dernières années n'est pas entièrement résorbée par ces bonnes nouvelles. Il faudrait être un peu naïf pour penser qu'il suffit d'aller voter en masse pour se retrouver de bonne humeur le lendemain. Les Français continuent à être d'assez mauvaise humeur, d'assez méchante humeur. Et on dit que la défiance à l'égard du politique n'a jamais été aussi élevée. Elle est élevée, mais ce que je crois devoir retenir non seulement de cette campagne, mais de celle qui a précédé, notamment celle du référendum de 2005, c'est une formidable
implication, un formidable désir d'implication des citoyens dans la vie politique, et de manière fort indocile. Et si on se retrouve au soir du premier tour avec deux personnages qui, c'est vrai, ont été très vertement critiqués pour des tas de raisons, c'est pas étranger au fait que ces citoyens sont d'assez mauvaise humeur et veulent participer davantage, veulent s'impliquer davantage. Alors, ça suppose plus qu'une bonne participation. Il faut maintenant leur donner la parole plus souvent, de manière plus continue dans la vie démocratique. Et c'est pour ça, je crois, qu'une des réussites inattendues de cette campagne, c'est ce qui a concerné la vie institutionnelle, ce qu'on a appelé la démocratie participative. Je crois que là, Ségolène Royal a apporté une contribution très importante au débat politique français. Est-ce que l'élection, enfin le fait que ces deux personnages, Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, se retrouvent au second tour, je pose la question à la fois à Thierry Pech et à Jacques Marseille, signifie que les Français ont un désir de renouvellement du personnel politique, de la façon de faire de la politique? Thierry Pech. Oui, donc Jacques Marseille, Gérard dira ce qu'il en pense. Vous d'abord et Jacques Marseille ensuite. Après, écoutez, oui, sans doute, il y a un désir de renouvellement derrière ce choix de ces deux personnalités, mais la politique, c'est pas un film d'action. Voilà. On ne peut pas se contenter de dire « Ah, les gens sont passionnés, le film est passionnant, etc. » Derrière, il faut qu'il y ait des mesures, des politiques qui marchent et qui apportent satisfaction. Et donc, les considérations qu'on peut développer aujourd'hui ne sont rien au regard des considérations qu'il faudra développer dans 2, 3 ou 4 ans, quand viendra l'heure des premiers bilans. Et je crois que les Français, c'est aussi ça qu'ils attendent. Ce n'est pas simplement un spectacle politique passionnant qui se renouvelle, et c'est très important, je vous l'accorde volontiers, c'est aussi des politiques qui marchent. Christine Boutin, il y avait une... On avait la réponse de Jacques Marseille. Non, mais je crois que j'ai élargi même ce désir de rupture des Français très fort à François Bayrou aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on a 70% des Français qui ont un vrai désir de rupture. Ségolène Royal, il faut le rappeler, elle a quand même battu Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius, quand même, qui était la vieille garde du Parti Socialiste avec des thèses qui étaient un peu éculées, il faut bien le dire. Donc François Bayrou a incarné aussi une rupture par rapport à cet affrontement droite-gauche. Nicolas Sarkozy, contrairement à ce que dit le Parti Socialiste, n'est pas membre du gouvernement depuis 5 ans. Il est en claire rupture par rapport à ce qu'a été le chiracisme. Donc ce qu'attendent les Français, c'est une rupture par rapport au travail. Les 35 heures sortent largement condamnées de ce scrutin. Les Français attendent une rupture par rapport à l'endettement. Si on prend la majorité des Français, pose un problème de l'endettement. Et le problème de la génération qui nous suit. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants. C'est très rassurant de voir que 60 à 70% des Français disent non à ce qui s'est fait depuis 25 ans dans ce pays. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Christine Boutin, il y avait, comme le rappelait Thierry Pech, une forte attente sociale à l'aube de cette campagne électorale. Je rappelle que vous êtes la présidente des forums des Républicains sociaux et que vous avez failli être candidat. Finalement, vous avez soutenu la candidature de Nicolas Sarkozy. Dans cette campagne de premier tour, est-ce que vous y avez, si j'ose dire, trouvé votre compte? Je vais sans doute vous surprendre, mais oui. Vraiment, oui. Et s'il y a une chose que je ne regrette pas aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui, c'est d'avoir pris cette décision. Je l'ai prise de ne pas me présenter parce que j'ai pensé que le quinquennat entraînait la bipolarisation de la vie politique française. J'ai subi le statut de petit candidat, je peux vous dire que c'est pas drôle, et j'étais persuadée que les petits candidats, cette fois-ci, seraient laminés. Ça s'est vérifié dans les sondages et dans les urnes. J'ai été nommée conseiller politique par Nicolas Sarkozy. Je suis une femme libre et vous savez que je suis critique. Et je suis encore critique. C'est bien pour ça que je vous posais la question. Et je dois vous dire qu'après 5 mois passés à ses côtés, vraiment très proches, eh bien, je pense que l'homme vaut beaucoup mieux que son image et que les Français l'ont compris, ça. C'est un homme qui a une dimension de leader, qui a une dimension de chef d'État, qui propose une rupture avec ce qui a été fait depuis 25 ans. Et je pense que l'intérêt de ce deuxième tour, c'est qu'il va y avoir effectivement 2 projets qui vont s'affronter et les Français vont avoir à choisir. La dimension sociale et humaine, elle est présente, elle était présente dans tous les discours de Nicolas Sarkozy. Il doit encore améliorer les choses, mais déjà son discours de ce soir, c'était quasiment, pour certaines de ses phrases, du boutin dans le texte. Merci Christine Boutin. Nous allons poursuivre le débat dans quelques instants. Mais comme promis, nous retrouvons au fil de cette soirée nos amis webcamers qui sont un peu partout dans le monde. Direction
Saint-Pétersbourg avec Loïc Carlier que nous découvrons sur ce plateau. Merci d'être resté avec nous. Il est tard pour les candidats et le représentant ici à Paris. Il est tard pour vous, hein, il est 3 h du matin je crois. Comment avez-vous vécu cette soirée de premier tour de la présidentielle depuis Saint-Pétersbourg? Avec intérêt évidemment, notamment quand on a découvert les taux de participation. Grand intérêt de pouvoir voir ces résultats plutôt positifs et interaction plutôt intéressante. Les expatriés français de Saint-Pétersbourg étaient motivés, davantage motivés par cette élection que lors des précédentes élections, par exemple. Vous avez discuté de cette tendance? Sur les précédentes élections, j'étais pas là. Les dernières élections qu'on avait pu avoir, le taux de participation était assez faible. Je crois que c'était sur le référendum l'année dernière. Là, on est sur des taux de participation à 70%, donc je pense que c'est plus qu'honorable pour une communauté de 300 personnes, je crois. Merci beaucoup Loïc Carlier et bonne nuit à vous. Merci d'être resté en notre compagnie. Direction Barcelone. Nous avons, je pense, un internaute également depuis Barcelone, la capitale catalane, qui est avec nous. Bernard Etali, voilà, on vous avait perdu tout à l'heure. Nous vous retrouvons. Comment avez-vous vécu cette soirée de votre côté ? Et nous, on l'a vécu de façon extrêmement animée. Ça fait déjà un certain nombre de mois, énormément de discussions, de forums, de débats. On est très proche de la France et en même temps, on se sent extrêmement éloigné. On a l'impression de gens en dépression quand on va à 300 km un petit peu au nord. Et ici, c'est plutôt l'euphorie. Donc, on est bien que proche, un petit peu en décalage. Merci Bernard Etali d'avoir été avec nous en direct de Barcelone. Merci beaucoup. Nous allons prendre maintenant la direction de la rue de Solferino, le siège du Parti Socialiste, avec de l'ambiance. Catherine Demangeat est là, mais je voulais surtout montrer, je ne vais pas vous demander de vous rasseoir, si elle se rassoit, voilà. C'était juste pour montrer l'ambiance et la fête qui se déroule actuellement sous nos yeux, où l'on attend Ségolène Royal, qui n'est toujours pas arrivée. La candidate du Parti Socialiste a passé sa journée à Mel, dans son fief électoral des Deux-Sèvres, où elle a voté, d'où elle a fait sa longue déclaration après 20 h. Elle n'est toujours pas arrivée sur place, mais les militants socialistes et les supporters de Ségolène Royal sont motivés. Il est 1 h du matin et les ballons volent, les drapeaux flottent, et on attend donc Ségolène Royal sur place. Voilà. Sabine Herold, bonsoir. Alors simplement, je vais préciser qu'on a décidé à France 3 d'ouvrir un petit peu ce plateau à des personnalités de la société civile. Donc on vous a entendu tout à l'heure Jacques Marseille, on a entendu Thierry Pêche, on a sur ce plateau Fadela Amara de l'association Ni Pute Ni Soumise. Mohamed Mekmash, vous nous faites la gentillesse d'être là. Vous êtes là pour l'association Assez le Feu, qui a incité les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales dans les quartiers difficiles. Et puis Sabine Herold, vous êtes porte-parole de Alternative Libérale, qui se veut un parti politique. Vous voulez être présent, je crois, dès les législatives du mois prochain. Pour vous situer, vous seriez plutôt de quelle mouvance? Alors, donc Alternative Libérale voulait présenter son candidat au présidentiel, Édouard Philias. Malheureusement, nous n'avons eu que 240 signatures, ce qui était déjà un bon score pour un parti qui n'avait qu'1 an d'existence. Et nous avons donc choisi de soutenir François Bayrou dans l'élection présidentielle parce qu'il présentait un programme qui nous intéressait particulièrement sur les questions institutionnelles, puisqu'en tant que libéraux, nous pensons qu'il n'est pas possible de réformer la France tant qu'on n'aura pas remis en place notre système politique, c'est-à-dire tant qu'on n'aura pas un Parlement réellement représentatif, qui a beaucoup plus de pouvoir que ce n'est le cas aujourd'hui, avec des députés qui auront un mandat unique, c'est-à-dire qu'ils ne seront que députés, et non plus députés, maires, présidents de conseil général. Donc vraiment, cette idée nous intéressait. Et je pense que c'est une des bonnes réponses de ce soir, avec le bon score de François Bayrou, qui est pas loin de 20%, c'est qu'on se rend compte enfin en France
ce qui est une évidence pour beaucoup de pays européens, c'est qu'on ne peut pas réformer contre 50% de la population. On ne pourra pas faire ces réformes qui paraissent essentielles, comme les réformes des retraites, de la sécurité sociale, de l'éducation, si on fait un camp contre l'autre. Et d'ailleurs, les réformes, les grandes réformes qui ont lieu souvent à l'étranger, ont été le fait d'un parti libéral situé au centre qui s'alliait selon les cas, selon les pays, soit avec un parti de droite, soit avec un parti de gauche. Christine Boutin, vous êtes très dubitative. Hein. Oui, tout à fait. Est-ce que sur un plan très économique, vous avez le sentiment que cette campagne a permis de faire bouger les lignes? Et je poserai la même question tout à l'heure à Jacques Marseille. Je dirais malheureusement d'un point de vue économique, ce qui n'est pas le centre d'ailleurs des questions qui intéressent Alternative Libérale. Nous sommes libéraux sur tous les sujets, c'est-à-dire évidemment économiques, mais également les thèmes de société et tout ce qui est les questions sociales. D'un point de vue économique, malheureusement, je dirais, les thèses libérales étaient bien trop peu présentes. Il n'y a pas de candidat libéral dans cette élection. Il y avait même, jusqu'à ce soir, 5 candidats ouvertement anti-libéraux. Cela dit, c'est à nous aujourd'hui de rester des aiguillons. Je dirais, le rôle d'un jeune parti libéral comme Alternative Libérale, ce sera, alors puisque nous sommes conscients que Ségolène Royal, a priori, peut détruire certaines choses, nous sommes d'un autre côté conscients qu'il n'est pas certain que Nicolas Sarkozy puisse construire, qu'il en ait soit la capacité, soit la volonté. C'est pourquoi nous voulons être un aiguillon pour le futur président, quel qu'il soit, pour soit s'opposer à des mauvaises réformes, soit encourager des très bonnes réformes libérales comme la France en a besoin. Jacques Marseille. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. C'est-à-dire que les grandes réformes dans les autres pays sont faites soit par un parti, on va dire, chrétien-démocrate, soit par un parti social-démocrate. Si vous regardez le Royaume-Uni... en Irlande. Oui. Ce qui caractérise la France, en fait, c'est qu'il n'y a pas de social-démocratie comme les autres pays. Il y a une étude qui vient d'être faite très intéressante sur les socialistes. Eh bien, de 1945 à 2005, le Parti socialiste français fait 22,5% des voix au premier tour des législatives. Il est le dernier de tous les pays socialistes de l'Union européenne. L'apport positif de Ségolène Royal, c'est qu'on a le sentiment que ceux qui ont voté pour elle ont voté d'une certaine manière contre une forme de parti socialiste dont ils ne veulent plus. Et donc si vous posiez la question est-ce que les lignes ont bougé, bien sûr qu'elles ont bougé. Une grande partie de ceux qui ont voté pour Ségolène Royal ont voté contre Laurent Fabius, contre Dominique Strauss-Kahn, contre tous ceux qui incarnaient un parti socialiste. On va vous interrompre, pardon, Jacques Marseille, parce que Ségolène Royal est arrivée. Je vous interromps 2 petites secondes pour aller voir ce qui se passe du côté de la rue de Solferino, puisque au siège du Parti socialiste vient d'arriver Ségolène Royal. À ses côtés, Arnaud Montebourg qui était sur notre plateau tout à l'heure, qui est parti rejoindre sa candidate. À ses côtés également, on peut découvrir Jean-Marc Ayrault qui était également sur ce plateau en début de soirée. Ségolène Royal, derrière les drapeaux, s'il vous plaît, écartez les drapeaux, qui fait un discours devant ses militants. On va peut-être laisser le son d'ambiance pour entendre la candidate socialiste. Merci à tous les partenaires de la gauche et aux écologistes qui, dès ce soir, se sont rassemblés sur mon nom. Un rassemblement est en marche, une dynamique est en mouvement. La bataille commence dès ce soir pour nous conduire vers la victoire. J'ai besoin de vous. Bien sûr de tous les militants socialistes, mais bien au-delà. Je n'appartiens plus aujourd'hui seulement aux militants socialistes. Mais je dois aller au-delà. Bien sûr en rassemblant toute la gauche et les écologistes, mais aussi encore au-delà. Pour rassembler une majorité de Français, la majorité de Français qui veulent vraiment que ça change vraiment. Voilà, décidément, Ségolène Royal qui aime beaucoup les drapeaux, un petit peu trop, parce qu'il y en a trop, on voit pas grand monde. Son fils aîné à la gauche, Jean-Louis Bianco aussi, ils étaient tous, le trio était sur notre plateau ce soir. Voilà, Ségolène Royal qui va au-delà de son camp et qui appelle au rassemblement.
Ségolène Royal qui effectivement a été très entendue par les militants socialistes qui avaient tous leur drapeau. Fadela Amara, est-ce que vous êtes, les femmes que vous représentez et dont vous défendez la cause se sont senties représentées par un ou une candidate lors de ce premier tour? Moi, je crois d'abord, ce qui est intéressant, c'est d'abord qu'il nous faut tous saluer la participation massive de nos concitoyens, parce que ça, quand même, c'est la victoire de la démocratie. Moi, je voulais le dire, parce que ça fait très longtemps que nous menons des campagnes d'inscription sur les listes électorales. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je pense qu'effectivement, les candidats qui sont, en l'occurrence, qui sont au deuxième tour, m'intéressent, moi, parce que pour la première fois, on a quand même aussi, enfin, pour la première fois, plutôt par rapport à la dernière élection, on a quand même la possibilité de faire un choix entre un projet de droite et un projet de gauche. Ça aussi, c'est très intéressant. Maintenant, pour ce qui est de la question que vous me posez, je ne suis pas sûre que la question des femmes n'ait été entendue de la part des deux candidats en tant que tels. J'ai entendu bien évidemment Ségolène Royal parler de la lutte contre les violences faites aux femmes. Je suppose que je vais avoir aussi une réponse, j'espère, en tout cas. Je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose qui soit retenu comme étant une priorité, alors que nous avons des statistiques, notamment sur la question des femmes qui meurent sous les coups de leurs conjoints, qui sont terribles et qui sont en augmentation. Moi, j'espère et j'ose vraiment lancer un coup de colère. J'espère que dans le projet politique, ça va devenir une priorité et que celui ou celle qui va gagner, justement, va en faire un chantier national, que la condition des femmes dans notre pays va être un chantier national. Ségolène Royal a promis d'en faire une priorité, une de ses priorités. J'espère. Maintenant, après, c'est, vous savez, pendant la campagne, on fait des promesses, j'espère que ça va être tenu. En tout cas, celle-ci va être tenue parce qu'elle me semble impérative au nom de notre démocratie et au nom, justement, du respect de notre démocratie et du fonctionnement des valeurs que nous défendons. Mohamed Mekmash, vous avez, je le disais tout à l'heure, œuvré, milité pour pousser les jeunes et les moins jeunes dans les cités, dans les quartiers difficiles à s'inscrire sur les listes électorales. Est-ce que vous avez l'impression ce soir que dans les quartiers, il y a eu cet énorme mouvement de participation qu'on a constaté au niveau national? Est-ce que vous avez rempli votre contrat? Oui, mais je dirais pas que dans les quartiers populaires, parce qu'on a fait aussi 2 Tours de France, où on a été dans les quartiers ruraux et dans les quartiers de centre-ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour nous, la première victoire, c'est qu'on a vu l'abstention à 15,7%. C'est qu'effectivement, le travail a fonctionné. Donc on remercie le travail du collectif Assez le Feu et l'ensemble des socialistes qui ont participé justement à cette conscientisation, à ce réveil citoyen. Aujourd'hui, je pense qu'il a fonctionné. Je pense qu'aussi les résultats ont parlé aussi, que effectivement le vote de ces quartiers, entre guillemets, dits difficiles, a peut-être permis à ce que le score ne soit peut-être pas trop éloigné. Je pense qu'aujourd'hui, les quartiers populaires, effectivement, peuvent encore faire basculer dans les 15 jours qui vont venir. Parce qu'il faut savoir que chez M. Bayrou, on a rencontré pas mal de personnes qui effectivement ne savaient pas pour qui aller voter et le discours de Bayrou avait plu. C'était aussi des gens de gauche. Je pense que le discours de Le Pen n'a pas finalement captivé tant que ça l'ensemble des quartiers populaires. Donc les gens savent lire entre les lignes. Est-ce qu'il n'y aura pas une forte attente de la part de ces nouveaux électeurs? Est-ce qu'ils n'investiront pas finalement les deux finalistes de fortes attentes qui pourraient être éventuellement déçues? Les attentes, c'est simple. Je crois qu'il va falloir qu'on recentre le débat. Et il faut recentrer les débats sur les problèmes sociaux. Parce que je trouve qu'on n'en a pas trop et pas assez parlé dans cette campagne, quoi. Donc il va falloir effectivement... On a beaucoup parlé de pouvoir d'achat, de logement, de retraite... Le pouvoir d'achat, c'est un fait. Il faut parler des personnes, comment qu'ils vivent. D'abord, avant tout, du pouvoir d'achat, quoi. Alors, il y a une chose dont on n'a absolument pas parlé tout au long de cette soirée qui a été très longue, c'est le fait que pour la première fois, il y a une femme au second tour de l'élection présidentielle. À tel point, au point qu'on peut se demander si finalement ce n'est pas quelque chose qui est devenu banal. Christine Boutin, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je suis heureuse comme femme qu'une femme accède à cette élection, mais j'attends le deuxième tour pour vous répondre vraiment à cette question. J'attends le deuxième tour pour vous répondre à cette question. C'est important ou pas? Ah c'est important, bien sûr, mais au deuxième tour, je reviens et je vous dirai vraiment ce que je pense. Il y a un sondage sorti des urnes, pardon Jean-Michel, il y a un sondage sorti des urnes qui est intéressant, qui anticipe les enjeux, qui montre les enjeux qui ont le plus compté pour les électeurs aujourd'hui, qui est
Qu'est-ce qui a pesé en fait sur le scrutin? On peut les regarder, vous les voyez apparaître en même temps que moi. Et l'emploi arrive en tête, ce n'est pas une surprise, mais c'est une confirmation, 44%, les inégalités sociales 42%, ou le pouvoir d'achat dont vous parliez à l'instant, 30%. Najat Belkacem, on vous sent impatiente de rejoindre le QG du Parti Socialiste, donc on ne va pas vous retenir très longtemps. Est-ce que, j'imagine que pour vous la réponse est oui, mais en quoi Ségolène Royal, selon vous, répond aux principales interrogations des Français quand ils disent avoir s'être prononcés avec leur bulletin de vote pour l'emploi, le pouvoir d'achat? En quoi Ségolène Royal répond à leurs préoccupations? Vous savez, tout à l'heure, votre invité du Front National disait cette campagne aura été en dessous de nos attentes parce que les problèmes évoqués, pouvoir d'achat, loyer, etc., ne sont pas à la hauteur de ce que doit évoquer un président de la République. Je savais que j'étais pas tout à fait d'accord avec ses opinions en règle générale, mais alors là, vraiment, je me suis dit qu'il était vraiment à côté de la plaque et que ça expliquait peut-être pourquoi aussi son parti avait perdu beaucoup de points sur ce scrutin. Je crois qu'au contraire, ce dont on peut se féliciter sur cette élection, c'est que, et notamment grâce à l'impulsion de Ségolène Royal, on a évoqué des problèmes quotidiens des Français. C'est qu'on a été lucide sur les enjeux, sur le diagnostic à faire de notre pays. Et ce diagnostic, c'est essentiellement des questions de pouvoir d'achat, des questions de violences faites aux femmes, des questions qui jusqu'alors paraissaient secondaires et que Ségolène Royal, peut-être parce que c'est une femme et que quelque part, moi je reste convaincue qu'on a une façon différente de faire de la politique quand on est une femme, a su mettre au premier plan. J'en profite pour répondre à Fadela Amara que évidemment la question des violences conjugales tient à cœur de Ségolène Royal et lui répéter qu'elle a décidé d'en faire la première loi qu'elle déposera sur le bureau de l'Assemblée nationale une fois élue. Et puis j'en profite pour répondre à votre question sur le fait qu'une femme arrive au deuxième tour et vous dire que Michelle Bachelet, la présidente du Chili, avait adressé un très beau message à Ségolène Royal lors de sa désignation par le Parti Socialiste en lui disant que, ce faisant, elle avait le sentiment que c'était l'égalité tout entière qui était en marche. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut conclure ce premier soir de scrutin, c'est que Ségolène Royal, finalement, par l'égalité homme-femme qu'elle est en train d'instaurer dans les faits, répond aussi à la question des inégalités de manière plus générale dans la société française. Merci Najat Belkacem. Merci beaucoup à vous. On vous laisse rejoindre votre candidate. Merci, nous allons revoir ou voir si vous prenez l'antenne maintenant. Il est 1h15 du matin. Merci d'être avec nous en direct sur France 3. Nous allons revoir tout ce qui s'est passé ce soir en images. La joie des vainqueurs, la déception des vaincus, des cris, des larmes. Le reportage et le résumé de la soirée signé Emmanuel Lagarde. Instant qui va éclater du côté de... À eux, la victoire du jour. 30% des voix au premier tour. Voilà longtemps que la droite parlementaire n'avait pas atteint un tel score. La joie à l'extérieur. La mesure dans le cercle rapproché, il faut rassembler, rassurer même. Faites confiance, il fait peut-être un peu peur Sarko, mais il est original et original. Il y a du soulagement sans doute dans la joie des socialistes. Cette fois leur candidate est au second tour. Mais elle va les faire attendre ce soir. Pour le moment, c'est son fils qui parle. Elle est très sereine et elle est très déterminée pour le second tour. Elle va se battre et je crois qu'elle est sûre d'elle. Nicolas Sarkozy. Oubliez Jean-Marie Le Pen au second tour. Les militants frontistes accusent le coup. La chute est spectaculaire. Je crains en effet que les Français aient été abusés. Et je leur prédis avec tristesse des lendemains qui déchantent. Ce soir, il faut d'abord sauver la face. Le doyen des candidats va danser. Pour la prochaine présidentielle, il aura 84 ans. La salle, louée par le Front National, est vraiment trop grande ce soir. Dans celle investie par l'UMP, on est plutôt à l'étroit. Mes chers compatriotes, je ne souhaite qu'une chose, rassembler le peuple français autour d'un nouveau rêve français. Un rêve français qui serait celui, un
rêve français qui est celui d'une république fraternelle. Un discours programme déjà, un discours pour convaincre au centre. 19%, un record. Mais la révolution orange n'aura pas lieu. Le slogan, il est là. France plus Bayrou égalité. Ok, c'est simple, net et concret. Voilà. Nous, c'est juste un message d'amour. Il y a enfin un centre en France. Un centre. Un centre large, un centre fort, un centre indépendant. Et voilà les grandes victimes, celles du vote utile à gauche. On pleure un peu chez les Verts. Et à Lutte ouvrière, on fait une petite révolution. C'est une première. Arlette, en tête, appelle à voter socialiste. À susciter l'espoir. Je voterai donc pour Ségolène Royal. J'appelle sans hésitation tous les hommes et toutes les femmes de gauche, toutes et tous les démocrates, à voter et à faire voter le 6 mai Ségolène Royal. Je voterai le 6 mai pour Ségolène Royal. Nous serons du côté de ceux et celles qui veulent empêcher Nicolas Sarkozy d'accéder à la présidence de la République. 21h40, Ségolène Royal, restée à Mel, est la dernière à faire sa déclaration. Nous aurons le 6 mai prochain un choix clair entre deux voies très différentes. Et je tends la main à toutes celles et ceux qui pensent, comme moi, qu'il est non seulement possible, mais urgent de quitter un système qui ne marche plus. Il reste 2 semaines aux candidats pour convaincre des Français qui ont montré aujourd'hui leur soif de politique. 2 semaines pour faire de cette élection la plus suivie de toute la Ve République. Voilà, il est 1h20 du matin, la une des journaux à présent. Nous allons bientôt clore cette édition spéciale. La une des journaux avec, vous le voyez, Libération. À la une, le combat royal. Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, le choix des électeurs de François Bayrou et de Jean-Marie Le Pen sera déterminant pour le second tour selon Libération. Une autre une, celle de la Tribune, qui titre le choc des projets, avec en rappelant bien sûr les scores de Nicolas Sarkozy et de Ségolène Royal. Et pour La Croix, le second tour se gagnera également au centre. François Bayrou sera l'arbitre de ce second tour. Voyons maintenant la une de Ouest France. Et maintenant, le grand débat. Il reste donc 15 jours à Nicolas Sarkozy et à Ségolène Royal pour convaincre les Français d'adhérer à leur projet. Et un coup d'œil sur la presse internationale avec, pour commencer, El País sur son site internet, le quotidien espagnol, titre Sarkozy et Royal en lutte pour la présidence. Vous ne voulez pas dire en espagnol, Louis, on est déçus. Mais on voulait entendre votre bel accent. Et puis le Herald Tribune, donc je vais le dire en français aussi, le Herald Tribune, qui titre sur Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal en course pour prendre la tête du pays. Allez, Jean-Michel Blier, le mot de la fin, il est pour vous. Le second tour est lancé, c'est lancé ce soir en direct sur notre plateau, entre autres. Que peut-on conclure de cette soirée? Est-ce que vous m'autorisez 3 mots? Bon, même plus, un peu à plus. 7 heures, si. Non, je dirais 3 enseignements en tout cas. Hein. D'abord la participation. D'une certaine façon, ce qu'on a vécu ce soir le 22 avril 2007, c'est l'anti-21 avril 2002. C'est un 21 avril à l'envers, avec une très forte participation. On l'a dit tout au long de cette soirée, une participation record. Cette participation a une conséquence, c'est la baisse de tous les extrêmes, et notamment du Front National, qui passe de 16% en 2002 et qui se retrouve aujourd'hui à 10%, qui retrouve des scores inférieurs à celui qu'il a connu depuis 1988, 88, 95, 2002, de telle sorte qu'on peut se demander, ce qu'on disait tout à l'heure, si ce n'est pas quelque part la fin de l'ère Le Pen et la fin d'une époque Front National à droite. Et puis le troisième enseignement,
eh bien, c'est la baisse de tout le vote protestataire. C'est-à-dire ce qui vaut pour l'extrême droite vaut aussi pour l'extrême gauche. Ça veut dire que ce soir, l'extrême gauche, le vote du non, la gauche antilibérale comme elle s'appelle, sort de ce scrutin avec un score très très faible. Ça implique deux conséquences. On l'a dit aussi à la fois pour Nicolas Sarkozy et pour Ségolène Royal. Les candidats des partis de gouvernement ont fait le plein des voix et au-delà, ce sont des scores historiques pour Nicolas Sarkozy et pour Ségolène Royal, mais en même temps, c'est le revers de la médaille. Comme il n'y a plus de réserve, eh bien, on remet les compteurs à zéro et une nouvelle campagne va commencer. Et la question pour ces deux candidats, c'est de rassembler pour le second tour. Merci Jean-Michel Blier pour cette analyse une nouvelle fois pertinente grâce à nos partenaires, nos nombreux partenaires, CSA, Cisco, Le Parisien aujourd'hui en France et France Info. Nous allons revoir ensemble les résultats de la soirée, des estimations qui s'affinent et qui sont proches maintenant des résultats que publiera le ministère de l'Intérieur. Donc arrive en tête ce soir Nicolas Sarkozy pour l'UMP avec 30,6% des voix. Ségolène Royal en deuxième position avec 25,9% des voix. Suivent en troisième position et en quatrième position François Bayrou et Jean-Marie Le Pen. Pour le candidat centriste, 18,5%. Pour le FN, 10,8%. Pour les autres candidats, Olivier Besancenot, 4,5%, Philippe de Villiers, 2,3%, Marie-Georges Buffet, 2%, Dominique Voynet, 1,5%. Et puis Arlette Laguillet, pour sa dernière campagne, recueille 1,4% des suffrages, José Bové, 1,2%, Frédéric Néous, 1% et Gérard Chivardi, 0,3%. Voilà, et un dernier coup d'œil sur la carte de France qui se colore au fil de la soirée. Une carte de France non pas bleu, blanc, rouge, mais bleu et rose. Bleu pour Nicolas Sarkozy qui empoche, c'est officiel, 66 départements, 22 pour Ségolène Royal, 1 pour François Bayrou. Et puis les candidats en tête par région. 7 départements ne sont pas encore totalement, enfin les résultats ne sont pas encore totalement connus. Oui. Voilà, merci donc à tous nos invités qui sont encore avec nous, ceux qui sont passés dans la soirée. Et ils furent nombreux, 35 ou 40 invités lors de nos différentes prises d'antenne. Merci à toutes les équipes bien sûr de France 3, en région, ici à Paris, tout le service informatique qui a œuvré ce soir, des équipes dirigées notamment par Frédéric Lamouret, Bruno Helbin et Yves Barbara pour la réalisation. Restez fidèles bien sûr à France 3 parce qu'on remet ça dans 15 jours et puis on remet ça dans quelques heures d'ailleurs, enfin, c'est-à-dire aujourd'hui même, oui, pour le 12-13 édition spéciale, 19-20 avec Audrey. Vous faites aussi une édition spéciale dans une grande édition spéciale demain pour le 19-20 et je vous renvoie à la politesse, Louis, puisque le soir 3 propose une édition de 40 à 45 minutes. Voilà, demain 23h, soir 3 aussi, bref. Les analyses. Voilà, tout le monde est sur le pont. Merci à tous et excellente fin de soirée ou début de nuit. Merci. Merci.